Bonjour tout le monde et bienvenue à cette classe des originaux de l'UQAM. Mon nom est Sophie-André Blondin, je suis animatrice de l'émission d'actualité scientifique Les Années-Lumière sur ici Radio-Canada Première, la radio de Radio-Canada. Bienvenue donc à cet entretien interactif où vous êtes invités non seulement à entendre, à rencontrer, mais aussi à poser des questions à une invitée très particulière qu'on va joindre très loin, que je vous présente à l'instant. Quelques mots sur le concept de la classe des originaux, puisqu'il y a peut-être des gens parmi vous qui vivez votre première classe des originaux. On entame une série maintenant de 3 entrevues, Passion Science, avec des gens qui sont des originaux de l'UQAM, donc des diplômés de l'UQAM, et qui ont dans leur parcours soit commencer leur carrière en sciences ou croiser les sciences à travers leur parcours professionnel. Et la raison pour laquelle ce sont des originaux, des originales de l'UQAM, c'est que leur parcours, leur trajectoire fait montre d'une contribution originale ou novatrice dans leur champ d'expertise. Alors, c'est ça qu'on va chercher dans les classes d'UQAM. Alors, la Passion Science, ce ne sont pas des entrevues scientifiques, c'est des sciences vous font peur un peu, c'est pas le moment de vous sauver. Au contraire, vous allez comprendre les humains derrière les scientifiques. Cette idée des originaux, je souligne qu'elle est de Philippe Meunier, diplômé, lui, en design graphique à l'Université du Québec à Montréal, qui a fait sa trajectoire en publicité avec Sidley, La Factory, et qui est co-directeur de la campagne de financement de l'UQAM. Et que ces classes qu'on vous présente, ces séries de classes, c'est dans le cadre de la campagne majeure de financement 100 millions d'idées. Qui sait, il y en a peut-être quelques milliers qui vont émaner des rencontres qu'on fait. Donc aujourd'hui, on parle à une scientifique, mais je vous garantis, il va être question peut-être, oui, de science, mais de sexisme, d'homophobie, de citoyenneté, de réflexion, de médias aussi. Tout ça à travers une femme qui a sondé la matière dans son intimité la plus minuscule, dans ses particules. On va joindre en Allemagne Pauline Gagnon, physicienne. Bonjour, Madame Gagnon. Bonjour, Mme Blondin. Ça va bien? Très bien. Alors, je vous présente comme physicienne. Vous êtes déjà, vous êtes diplômée de l'UQAM, diplômée en physique de l'UQAM. Vous allez nous expliquer comment on peut diplômer en physique de l'UQAM, parce que maintenant, le département de physique, si on cherche, on ne le trouve plus. Mais la raison pour laquelle on va vous joindre, vous, puis on veut en savoir plus sur votre carrière, c'est que vous avez travaillé au cœur de la recherche sur la matière, dans le grand accélérateur de particules entre la Suisse et la France du CERN. Expliquez-nous un peu, quand vous parlez à votre famille, votre contribution à la physique, votre champ d'études en physique, c'est quoi? Alors, moi, je rêvais toujours de comprendre de quoi la matière était faite. Oui. Si on défait la matière en petits morceaux, c'était quoi le plus petit grain de matière qu'on pouvait trouver? Et finalement, quand j'ai commencé, même à l'école secondaire, c'était à peine si on commençait à comprendre un peu mieux dans les années 60 comment ça se passait. Et aujourd'hui, on voit que la matière est faite un peu comme si vous étiez à Legoland, là où tout est bâti avec des pièces de blocs Lego. Oui. Hein, Legoland, ils peuvent vous montrer n'importe quoi. C'est un musée, ça, qui est au Danemark et à Copenhague. Et à Legoland, tout est fait en blocs Lego. Et si personne ne regardait, là, je pourrais casser un des exhibits, puis là, je verrais que tout se résume à un assemblage de blocs. Mm-hmm. Bien, pour la matière, la vraie matière, c'est la même chose. L'assemblage de blocs, il y a des atomes, mais à l'intérieur des atomes, on trouve le noyau, des protons, des neutrons, et à l'intérieur des protons et des neutrons, on trouve des quarks. Et autour des noyaux, il y a les électrons. Alors finalement, toute la matière se résume à 3 blocs
De qui base, sont oui. les électrons et des quarks de type U et des quarks de type D, up et down. Et donc, toute la matière, on peut mélanger les quarks et électrons en différentes combinaisons et on obtient toute la matière qu'on voit autour de nous. Alors, moi, je voulais justement comprendre de quoi la matière était faite. Ce n'était pas encore élucidé dans les années 60, quand moi, j'ai commencé l'école secondaire. Parce qu'on Mais, disait peut-être à l'époque que la plus petite particule, c'était l'atome. On parlait de l'atome comme étant ce qu'il y avait de plus petit comme constituant de la matière. oui, et le mot atome, qui venait de Démocrite, un philosophe grec, était justement, signifiait plus petite partie de matière qui existe, indivisible. Mais même là, on savait que les atomes, il y avait déjà le noyau et les électrons, et qu'à l'intérieur du noyau, il y avait protons et neutrons. Donc, c'est déjà connu que les atomes étaient composites et que ce n'était pas élémentaire. Et j'ai eu la chance, oui, de travailler au CERN, un immense laboratoire où on était 12 000 chercheurs, chercheuses qui venaient d'une centaine de pays différents. Alors, c'était vraiment une expérience extraordinaire au niveau scientifique, technique, mais aussi humaine, de rencontrer tout ce monde-là. Et de travailler avec toutes sortes de gens qui viennent de pays où il n'y a même pas de relations diplomatiques entre ces pays-là. Alors, environnement diversifié avec une quête très précise. Et puis, il faudrait essayer de décrire aux gens c'est quoi là, ces accélérateurs de particules-là, les grands collisionneurs de hadrons. Oui. Le CERN, par exemple, où vous avez travaillé, puis vous aviez fait un stage avant en Fermilab, qui est le même principe, mais un petit peu plus petit aux États-Unis. C'est des kilomètres et des kilomètres de tuyaux souterrains dans lesquels on accélère quelque chose. Comment vous le décrivez? Bien, ça ressemble à un tunnel de métro. C'est à peu près la même grosseur. Et il y a un tuyau à l'intérieur. Le tuyau fait à peu près 50 cm de diamètre. Et ce tuyau-là fait le tour. C'est un tuyau qui est évacué, qui est vide à l'intérieur. Et on fait circuler à l'intérieur et autour du tuyau, il y a plein d'aimants. Et on utilise les aimants pour faire courber des particules à l'intérieur. Les faisceaux de particules, ce sont des faisceaux de protons qu'on avait, qui ont des charges électriques. Et avec un champ magnétique, on peut les faire courber. Un peu comme avec un prisme, on peut faire dévier la lumière. Oui. Avec un aimant, on peut faire dévier des particules chargées comme un faisceau de protons. Et ça tourne 27 km de circonférence. On faisait circuler des protons dans une direction, des protons dans l'autre direction. Et là, ces particules-là venaient se frapper au cœur de nos détecteurs. Et là, c'est là qu'entre en jeu l'équation la plus connue en physique, et c'est la seule qu'on va utiliser ce soir, E égale mc carré. Tiens. L'énergie est égale à la matière multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Ça veut dire qu'il y a une équivalence entre l'énergie et la matière. Donc, si on prend deux particules, comme les deux protons qui viennent se péter la fiole l'un sur l'autre, l'énergie que ça dégage dans la collision, cette énergie-là va se rematérialiser sous forme d'autres particules. Et là, on ne sait jamais qu'est-ce qui va sortir. C'est un peu comme quand on joue avec de la plasticine. Si on en a beaucoup, on peut faire des gros animaux, sinon on fait des petites bébites. Mais alors, nous, dépendamment de la quantité d'énergie qu'on avait, on pouvait créer de nouvelles particules. Ces particules-là sont souvent éphémères. Et le but de ce truc-là, c'est de voir s'il y avait, par exemple, une particule qu'on appelait le boson de Higgs. Oui, le Saint Graal. Oui, parce que ça faisait 48 ans qu'on y courait après. Fait que là, on commençait, oui, à voir l'attraper. Hein. Et cette particule était intéressante parce que c'était la pièce manquante qu'on avait dans l'édifice théorique pour expliquer de quoi la matière est faite. Donc là, on sait qu'il y a des particules qui sont des grains de matière, puis il y a d'autres particules qui sont des grains de force, si on veut. Et le boson de Higgs était justement une particule associée à un champ de force qui donne la masse à toutes les particules, toutes les autres particules. Puis on va revenir, si vous le voulez bien, un petit peu tout à l'heure sur cette découverte-là, sur l'ambiance, parce que c'était vraiment une découverte majeure. D'ailleurs, ça vaut le titre de votre livre. Je vais le mentionner tout de suite parce que c'est un livre qui est extraordinaire à lire, qui s'intitule « Qu'est-ce que le boson de Higgs mange en hiver et autres détails essentiels ». C'est aux éditions Multimonde. Et là-dedans, on peut voir, puis vous l'avez bien démontré jusqu'à maintenant, votre capacité de vulgarisation. Mais Pauline Gagnon, je voudrais qu'on fasse aussi
le parcours avec vous de votre cheminement, pour vous retrouver comme ça au cœur là, de l'expérience scientifique la plus impressionnante au monde comme physicienne de pointe. Avant tout ça, il y a eu une petite fille, puis vous l'avez mentionné rapidement, mais une petite fille qui, très jeune, se posait quand même des drôles de questions. De quoi est faite la matière? Ça vous venait d'où, cette question? Aucune idée, mais j'ai toujours été curieuse. Oui. Curieuse, tannante, au dire de ma mère, mais j'étais curieuse. Je voulais savoir comment les choses fonctionnaient. Il fallait qu'on m'explique. Je prenais pas comme, ah ben c'est comme ça. Ça passait pas. Et je sais pas d'où m'est venue cette idée-là. Mais toute jeune, je voulais savoir de quoi la matière était faite. Mais la matière, c'est les objets, c'est vous, c'est la peau, c'est tout, là. Tout ce qui est matériel autour de nous. Là. Ouais. Donc, je me disais, oui, bon, OK, c'est du sucre, on peut le briser en grains, mais les petits grains, on peut peut-être les couper plus petits, et plus petits, à quoi qu'on arrive à la fin? Puis à la fin, on arrive aux atomes. Et pour casser les atomes, là, c'est plus difficile, là, ça prend les accélérateurs de particules et tout ça. Et donc, oui, je voulais savoir de quoi la matière était faite. Mais est-ce que vous saviez que pour savoir de quoi la matière était faite, il fallait faire des études en physique? Est-ce que vous saviez que c'était la... la chimie, parce que je connaissais les atomes, le tableau périodique, les différents éléments chimiques. Puis je pensais que... Puis en plus, il y avait Marie Curie qui était un modèle, la seule femme qu'on voyait dans le décor. Donc, c'était comme encourageant là, de penser, bien, elle l'a fait, pourquoi pas moi? Mais c'est plus tard que je me suis rendu compte que non, les questions qui m'intéressaient, ça serait en physique que je les trouverais, ce qu'on appelle le domaine de la physique des particules. Et je suis devenue physicienne des particules. Est-ce qu'il y avait déjà, quand vous étiez jeune, soit des émissions ou des magazines qui ont permis de vous ouvrir aux sciences un petit peu plus? Est-ce qu'il y avait déjà une entreprise de vulgarisation scientifique auprès des enfants qui a permis de vous accrocher comme ça? Pas du tout. En fait, il y a une anecdote que je peux vous donner. Quand j'avais 8 ans, il y a une de mes tantes qui m'a dit, Pauline, tu vas être contente, à l'automne, il y a une nouvelle émission à Radio-Canada qui s'appelle Atomes et Galaxies. Oh. Elle dit, tu vas aimer ça. Et là, moi, je me suis dit, Atomes et Galaxies. Puis là, je me suis imaginé que ça doit être comme les cadets de la forêt ou je ne sais pas trop quoi, qu'il y aurait deux intrépides, là, un qui s'appelait Atome, l'autre s'appelait Galaxie, puis que ces deux-là auraient des aventures extraordinaires. Et alors, là, arrive le mois de septembre, puis là, j'étais collée sur la télévision, juste après Rocky avec belles oreilles, je ne sais pas trop quoi. Et là, j'étais toute contente de pouvoir enfin découvrir Atomes et Galaxies. Il m'arrive, c'était deux vieux schnocks, là, avec des sarraux de laboratoire blancs, là, puis qui parlent, puis c'était plate. Ils parlaient entre eux autres, je ne comprenais rien. Je n'ai pas toffé 5 minutes. Oh non! Fait que ça a été fini pour Atomes et Galaxies. Je trouvais ça déprimant. Mais donc ça n'a pas fait. Mais plus tard, quand j'ai eu 10 ans, j'ai eu un jeu de chimie. Et là, je me suis amusée comme une folle à faire toutes sortes d'expériences dans la cave chez nous. C'était super. La maison n'a pas explosé. Non, mais mon expérience favorite, c'était odeur d'œufs pourris. Là, ça puait les œufs pourris dans la maison. Puis là, tu savais que tu avais réussi ton expérience. Il y avait des réactions partout dans la maison. C'est fou, hein? Ça fait plusieurs scientifiques que j'interviewe dans ma carrière. Et vous dire le nombre de gens qui me parlent du jeu de chimie comme étant un déclencheur. Il y a une idée de cadeau là, pour les gens qui nous écoutent, parce que ce petit jeu de chimie-là, qui existe encore, ça a vraiment allumé beaucoup de portes et de carrières. Ouais. J'étais tellement heureuse. J'ai encore le petit creuset qu'il y avait dedans. Là. C'est dans une de mes petites bibliothèques. Là. Petit creuset. C'était vraiment merveilleux. Puis il a fallu que j'attende jusqu'en secondaire 3 pour avoir mes premiers cours de chimie. Ouais. J'étais chanceuse. J'ai eu un professeur extraordinaire qui s'appelait M. Yvon Bouchard, à Chicoutimi, à l'École La Fontaine, qui, lui, me prise au sérieux puis répondait à mes questions. Il m'a même permis, moi et une amie, de faire une expérience au laboratoire après les heures d'école, là, ou durant les parascolaires, je ne sais pas trop. Il fallait prendre l'autobus pour rentrer avec tout le monde. Mais donc, on avait accès au laboratoire de chimie. Et, un laboratoire. Oh mon Dieu, moi, je rentrais là-dedans, là, puis j'en avais les larmes aux yeux. Là. Être dans le laboratoire de chimie, c'était un rêve. C'était prédisposé, tout à fait prédisposé. J'aimerais que vous me racontiez, Pauline Gagnon, que vous racontiez aux gens aussi la première fois que vous avez pu mettre la main sur un livre de vulgarisation d'Albert Einstein, parce que c'est un moment dans votre vie qui est à la fois un beau moment et un pas beau moment. Exactement.
Donc ça avait été... j'avais mis la main sur la copie de La relativité restreinte, je ne sais pas trop quoi, La relativité, je ne sais pas comment s'appelait le livre, écrit par Albert Einstein. Quelqu'un m'avait dit, ça c'est la meilleure vulgarisation qui existe sur la théorie de la relativité. Et là, je cherchais le moment idéal pour aller lire mon livre. Et derrière chez nous, moi j'habitais le long du Saguenay, mes parents, la maison c'était le long du Saguenay, puis il y avait ce qu'on appelle des crans, des gros pans rocheux, là, et il y avait un cran, puis là je me suis installée sur le cran au-dessus du Saguenay, à peu près, je ne sais pas, on m'a 100 pieds au-dessus du Saguenay, là. Puis là c'était tout beau, une belle journée, je me suis couchée dans l'herbe, et là j'ai ouvert le livre, j'ai ouvert le livre, et là j'ai lu la première phrase qui disait... Sûrement, vous vous souvenez, jeune homme, d'avoir pensé dans votre enfance à telle et telle chose. Quand vous étiez jeune homme, je me suis dit, mais j'ai jamais été jeune homme, moi. Puis là, c'est quoi cette affaire-là? Oh, j'étais tellement déçue, j'ai refermé le livre. Oh. Je me disais, mais oui, mais je me suis sentie exclue. Et tout récemment, il y a 4-5 ans, parce que je travaillais sur des choses, sur la femme d'Albert Einstein, Mileva Maric Einstein, qui était sa collaboratrice, mais il ne l'a jamais dit. J'ai voulu revoir ce livre-là. Et je l'ai demandé au libraire, à la librairie, pas au libraire, à la librairie, à la bibliothèque du CERN. Je leur ai demandé, auriez-vous ce livre-là? Il m'a dit oui. Puis là, il me l'a donné, puis c'était en anglais. Et là, en anglais, ça disait « When you were a young person » or something. Young kid, oui. C'était neutre. Bon. Mais j'ai dit, ah non, 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 ça me prendrait l'autre. Et là, il me le sort en allemand, en français. Et en français, c'est bien comme je me souvenais. Ça, c'était traduit par M. Jacob. Je pense que lui, c'était le père d'une actrice connue, en tout cas. Bref, mais il était d'un sexisme, puis il avait tout mis, lui, au masculin. C'était pour les garçons. Et là, j'ai demandé au libraire, à la bibliothèque, auriez-vous l'original en allemand? Il me sort l'original en allemand, puis là, on ouvre ça. Et ça disait, sûrement vous vous souvenez quand vous étiez jeune homme ou jeune femme. Alors, c'est pas Albert Einstein qui vous a bloqué. C'était pas Einstein le coupable cette fois-là. Non, et pourtant, Einstein était drôlement sexiste. Mais là-dessus, il avait été correct. Et c'est vraiment plate parce que c'est un scientifique, un physicien français qui avait traduit ça, puis que lui, il a tout mis au masculin. Et c'est un truc que j'ai fait dans mon livre, d'écrire de façon épicène et de façon d'inclure hommes et femmes et de ne pas toujours parler les physiciens ont fait ci et ça. Moi, ça me brûle. Et on est vraiment exclu. La langue est très... Et la langue détermine un peu la pensée. Donc, quand on n'est pas inclus comme femme dans la langue, bien, peut-être qu'on s'exclut soi-même d'un champ, par exemple, professionnel comme celui des sciences. D'ailleurs, le 11 février dernier, c'est la journée des femmes et des filles en sciences. Ça, c'est un des dossiers qui vous tient vraiment à cœur. Et plus que ça, l'inclusion, pour vous, c'est pas seulement les femmes, mais ça inclut aussi toutes sortes de facteurs. On va avancer un peu dans votre trajectoire. Je vous sollicite encore, mesdames et messieurs. Vous savez que vous pouvez poser des questions. On les attend. Je vais les voir arriver. Si ça s'intègre dans la conversation directement, j'irai directement à vos questions. Mais sachez, n'attendez pas la fin parce que dès le début, je peux intégrer vos questions si vous en avez pour Pauline Gagnon, diplômée du département de physique de l'UQAM en 1978. Physique, UQAM, département... C'est passé où, tout ça? Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été dissous. Je sais qu'il a été mis en tutelle et c'était un de mes anciens professeurs, M. Élie Boridi, qui était devenu directeur du département, mais ça a fermé peu de temps après. Donc, c'était au tout début, quand j'étais au CERN, que j'ai donné une présentation à l'UQAM et... voilà. Vous n'étiez pas nombreux, c'était tout petit comme département. Ah, c'était tout petit. On était 8 personnes dans le département. 8 étudiants, étudiantes, 2 femmes et... Mais c'est assez pour créer toute la matière. Oui. Avec 8 personnes. Est-ce que le fait peut-être d'avoir eu un si petit département, ça donnait dans une science comme la physique, qui est quand même très, très, très hiérarchisée, stricte, pure, comme telle, est-ce que ça vous donnait un petit peu plus de marge de manœuvre, un petit peu plus de souplesse? Oui, parce qu'on avait facilement accès aux professeurs et c'était pas un cadre rigide. Tout le contraire. Il y en a même un qui nous donnait ses cours dans une brasserie à côté. Là. En tout cas, mais
Oui, il y avait quand même plus de place pour la créativité. Avant ça, j'avais fait une session à Polytechnique et là, c'était hyper rigide. Puis c'était des classes de 100, 150 étudiants là, au début. Mais quand j'étais à Polytechnique, on était 8 femmes sur 2000 étudiants. Et là, je ne vais pas te faire run, moi. C'était trop dur. C'était vraiment trop dur. Mais ce n'est pas la physique qui était trop dure, c'est d'être si peu de femmes? Oui. D'accord. Ah oui, ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. Donc, c'est important dès le départ pour vous de vous sentir incluse, de vous sentir dans un environnement où les femmes avaient leur place. Oui, parce que sinon, on est toujours monté du doigt comme si on était une anomalie et tout ça. Moi, je ne sais pas combien de fois on m'a demandé mais pourquoi tu es allée étudier en physique, une femme, ou me faire dire même, tu n'es pas si laide que ça, tu aurais pu faire autre chose. Ça, on l'entend et c'est pas drôle. Alors tu te questionnes tout le temps pourquoi je suis en physique et tout ça. Mais moi, j'ai toujours aimé les sciences et je voulais connaître le fond des choses. Donc, vous avez persisté quand même. Vous avez persisté même après le bac ici. Bon, à l'Université du Québec, ça s'est terminé au bac pour vous. Puis peut-être un peu dans votre perception, ça pouvait se terminer avec le bac. Là. Vous n'étiez pas encore dans une organisation de votre idée, de votre trajectoire qui vous menait jusqu'au doctorat. C'était même pas nécessairement envisagé, le doctorat, non? Non, non, pas du tout. Il n'y a jamais personne qui m'a encouragé à aller faire des études de gradué. Ni dans ma famille, ni à l'université. Autour de nous, tout le monde finissait après le bac et c'était tout. Mais moi aussi, j'étais dans les premières cohortes là, de l'UQAM et c'était tout de suite après le début là, de l'éducation de Gérard Lajoie qui avait mis sur place les cégeps et l'université populaire. Donc, c'était tout le début. Heureusement, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai rencontré une femme, une Californienne, tombée en amour. Et là, j'ai déménagé en Californie. Et c'est grâce à ça que je suis devenue physicienne et que j'ai fait mon doctorat. Parce que j'étais entrée aux États-Unis illégalement. Et en m'assurant avant de partir, j'étais prof au cégep pendant 6 ans, je pense. D'abord au cégep de Chicoutimi, ensuite à Jonquière. J'étais toujours la seule femme dans le département et c'était très dur. J'avais souvent des classes, j'ai eu une classe d'électrotechnique où il y avait une seule fille dans la classe, des choses comme ça. C'était toujours, puis là, les gars me niaisaient beaucoup. Alors, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Et j'ai rencontré cette femme, j'ai décidé de partir pour les États-Unis. Et une fois rendue là, elle me dit, ben là, il faut que tu fasses quelque chose. Tout le monde me disait, mais tu as l'air aimer ça, les sciences, pourquoi tu ne vas pas étudier? Mais je disais, mais moi, aller faire une maîtrise, vous êtes malade. Un doctorat, mais vous êtes malade. Fait que finalement, quand j'ai fait une concession, je me suis inscrite à la maîtrise. Et là, c'était un coup de chance parce que je l'ai rencontré à l'université de San Francisco State University, qui était aussi un peu l'équivalent de l'UQAM, plus petite université, là, université d'État. Et là, je l'ai rencontré le directeur du département, puis lui, il m'a dit, ben oui, lui, il avait fait beaucoup d'efforts pour recruter plus de femmes en physique. Il y en avait énormément là-bas. Puis en même temps, il me dit, mais coudonc, vous avez enseigné pendant quelques années et il nous manque un chargé de cours, justement. Alors, il m'a offert une charge de cours pour donner un cours, un truc que je n'avais jamais étudié. Je dis, j'ai jamais étudié ça, moi, la thermodynamique. Mais il dit, c'est pas grave. Il dit, je suis sûr que tu lis plus vite que les étudiants. Ça fait que, effectivement, il fallait que je lise vite, mais mon anglais était limité. C'était compliqué. Ben oui, parce que c'est ça, vous avez appris un peu l'anglais en enseignant en anglais la thermodynamique que vous ne connaissiez pas. Il y avait deux jeunes femmes très fines dans mes cours. Je donnais un cours à des ingénieurs et moi, je n'étais pas capable de lire les équations. J'écrivais les équations au tableau. Parce que j'avais toujours étudié avec des livres en anglais. Mais les livres en anglais, les équations, moi, dans ma tête, je les lisais en français. Ah oui? Donc là, j'ai fait des équations au tableau, mais je ne savais pas les lire. Alors, il y avait ces deux étudiantes-là qui prenaient le relais pour lire les équations en anglais. Finalement, j'ai fini par apprendre. Puis en même temps, moi, je commençais une maîtrise. Alors là, j'allais à mon cours de mécanique quantique et j'écoutais plus l'anglais que la mécanique quantique. En tout cas, j'avais fait les deux en même temps. Ça prend quand même un esprit assez ouvert et allumé. Puis il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que c'était la brasserie Crossman où vous alliez prendre vos cours de physique près de l'UQAM? Est-ce que ça... Au Carré Philippe. Une qui était sur le Carré Philippe. Alors, j'ai aucune idée. On ne peut pas répondre.
Donc, on est en Californie, vous apprenez et l'anglais et vous ouvrez vos horizons professionnels parce que vous décidez d'aller sur la voie de la maîtrise, éventuellement du doctorat. Vos horizons personnels aussi parce que vous êtes tombé en amour avec une femme, donc ça oriente une vie à partir de là. Et puis, vous le faisiez de façon ouverte. Puis c'est important encore dans votre parcours maintenant oui, parce que je me suis toujours dit, bon, il n'y a rien de pas correct avec moi, il n'y a rien à cacher, donc je ne vais pas le cacher. Si tu ne veux pas le dire, si tu restes, comme on dit dans le placard, si tu te caches, c'est parce qu'il y a quelque chose de honteux. Je n'ai jamais trouvé qu'il y avait quelque chose de honteux. Et donc, non. Et en Californie, ça ne posait pas de problème, surtout pas à San Francisco. Donc, puis après, après avoir fait la maîtrise, je suis allée faire un doctorat à l'Université de Santa Cruz. Et là encore, ça ne posait pas de problème. Et j'ai eu la chance d'aller faire des travaux, comme vous l'avez mentionné, à Fermilab, qui était un laboratoire près de Chicago, et travaux de recherche pour ma thèse de doctorat. Et là, j'avais une femme comme directrice de thèse et qui était la seule femme qui enseignait au département à l'Université de Santa Cruz, je pense. Oui. En physique, c'était la seule. Il y avait une quinzaine de professeurs, elle était la seule. Une Canadienne aussi, Pat Burkett, qui était notarienne. Et je me suis ramassée à Fermilab et c'était super parce que là, il y avait plein de femmes sur l'expérience sur laquelle j'étais. C'était une série d'anomalies. On avait beaucoup de femmes, puis les femmes jouaient un rôle important. On avait beaucoup de femmes qui étaient toujours sur place pour faire tourner l'expérience elle-même. Donc, il y avait un nœud dur, là, un noyau dur de femmes sur place et nos contributions étaient visibles et tout. Donc, ça n'a pas été difficile de s'établir. Et là, tout le monde savait que j'étais lesbienne et ça posait pas de problème. En tout cas, personne en a fait de cas, mais c'était aussi qu'on était plusieurs femmes très solidaires et avec un sens de l'humour dangereux. Et ça fait qu'il n'y a personne qui osait trop à s'y frotter. Alors, on les passait très en même temps, on peut se demander, Pauline Gagnon, les particules, les atomes, en chimie aussi, les molécules, que ce soit un homme ou une femme qui les étudie, c'est à peu près la même chose parce qu'on parle quand même de la matière. Elle ne changera pas parce qu'on a un regard féminin ou un regard masculin. Alors, qu'est-ce qui était si important? Pourquoi c'est si important, par exemple, pour vous, d'être dans un univers, dans des équipes où il y a inclusion des femmes? Qu'est-ce que ça change en sciences? C'est vraiment vrai ce que vous dites là. Et moi, je le dis souvent dans des présentations que je donne sur le genre et la science ou sur l'inclusion des femmes, des gens de races différentes ou de religions différentes ou d'orientations sexuelles différentes. Je donne souvent l'exemple que dans ma carrière, moi, pendant 30 ans, j'ai été physicienne de haut niveau dans les plus grands laboratoires et tout ça. Et je vous le jure, en 30 ans, j'ai jamais vu aucun de mes collègues utiliser son sexe pour résoudre un problème. Donc, on n'a pas besoin... C'est complètement idiot de penser que les femmes ne peuvent pas contribuer. Et donc... mais non seulement elles ne peuvent pas contribuer, mais est-ce qu'elles apportent quelque chose de différent à un champ comme la physique? On a toutes des expériences différentes. Alors, si les gens sont tous pareils, ce qu'elles peuvent apporter est tout le même bagage. On a tous étudié dans les mêmes écoles et tout ça. Et alors que si on vient de background différents, eh bien là, on va voir les choses différemment. Par exemple, il avait fallu réparer un gros détecteur. On était en charge, une femme et moi, une Australienne et moi, on était en charge de réparer ce détecteur et il y avait une fuite d'huile. Ça n'avait pas marché depuis 10 ans, ce détecteur-là. Et là, nous autres, on en avait besoin pour faire écrire nos thèses, toutes les deux. Ça fait que là, on s'est forcé un peu. On est allé en dessous de l'affaire. Puis on a vu d'où ça venait. Lui, on a vu qu'il y avait une fuite. On a décidé qu'il faudrait étancher la fuite. Finalement, on y a pensé tous les deux en même temps. Bien, on va mettre une serviette hygiénique, puis ça va régler le problème. On a mis une serviette hygiénique dans le détecteur. Ça a absorbé l'huile. C'était fini là. Et je ne pense pas qu'il y aurait un gars qui aurait pensé à ça. C'était très drôle parce que par après, toutes les femmes à qui on racontait l'histoire, toutes les femmes me disaient « Est-ce que vous devez le changer souvent? » Et les hommes, eux autres, ils ne disaient rien, ils faisaient juste rougir. En tout cas, ça a duré pendant plusieurs années, cette serviette-là, il restait là.
Est-ce qu'il y a encore une serviette hygiénique sur un instrument de physique de pointe? Le détecteur a été démantelé. Puis, celui qui était responsable du détecteur m'a appelé en disant si tu as envie de récupérer certains objets importants que tu avais mis là-dedans, tu peux venir. Mais oui, donc, les gens ont des approches différentes parce qu'ils ont des... j'ai travaillé avec des Russes, par exemple, qui ont travaillé et qui ont été formés après la chute de l'URSS, où il n'y avait plus rien, les universités étaient complètement démunies. Et ce monde-là était débrouillard comme j'ai jamais vu pour récupérer n'importe quel objet, pour travailler avec peu d'outils et tout ça. Et j'ai vraiment appris beaucoup d'eux autres. Et tout le monde qui venait d'un peu partout dans le monde voit les choses différemment. Donc, la diversité, c'est vraiment une clé essentielle. C'est un moteur pour la recherche. C'est vraiment ce qui amène de l'ingéniosité et de la créativité. Avoir de la créativité, c'est la clé de la réussite en sciences. Et si on a beaucoup de diversité, bien justement, les gens ont des approches différentes et ils vont passer à d'autres choses. Donc, les inspirations beaucoup plus variées quand le milieu est diversifié. Vous avez, Pauline, décrit tout à l'heure le CERN. Vous avez travaillé, donc, l'accélérateur de particules, les 27 km de tunnels souterrains sur 2 pays, la France et la Suisse. Mais vous travaillez, 12 000 chercheurs, c'est ça que vous avez dit tantôt? 12 000 chercheurs de centaines de pays. On comprend que la diversité, elle était là. Est-ce qu'il y avait aussi une diversité homme-femme? Est-ce qu'il y avait aussi une diversité par rapport aux orientations sexuelles, par exemple? Non. Alors, au CERN, sur les 12 à 15 000, là, ça dépendait de quelles années, sur les 12 000 physiciens, physiciennes qui étaient là, 80 des physiciens au CERN sont des hommes. D'accord. Et 80 des gens en physique au CERN sont de race blanche. Donc, vous voyez, il y a quand même... Oui, si on va à la cafétéria, on va entendre parler toutes sortes de langues, on va voir des gens de différentes couleurs et tout, mais c'est majoritairement des hommes et des hommes blancs. Donc, et c'est sûr que le CERN, ça a commencé comme un laboratoire européen, donc il y avait surtout des Européens, mais maintenant, c'est devenu un laboratoire international et il y a plusieurs pays récemment qui sont joints, comme l'Inde et d'autres. Il y a des pays africains maintenant qui travaillent là. Il y a une centaine de pays différents qui travaillent au CERN. Et donc, c'est encore très, très majoritairement hommes et blancs. Donc, ça manque de diversité et c'est dommage parce qu'en excluant les autres personnes, on exclut aussi beaucoup de créativité. Mais vous vous sentiez comment? Vous sentiez-vous différente quand vous étiez au CERN? L'ambiance de travail, de collaboration, parce que, outre le fait de faire collisionner des particules, bon, ça, c'est assez exotique, mais ça reste des gens qui travaillent ensemble, qui mangent ensemble, qui communiquent ou pas ensemble. Vous vous sentiez comment? Ben, je suis arrivée là, moi, je sortais de la Californie, tout était beau, ça allait bien. Puis j'arrive là, puis là, je suis tombée de haut parce que en France, le sexisme, c'était épouvantable. Et en Suisse aussi, les panneaux publicitaires, mais c'était ahurissant lorsqu'on voyait les femmes objets et tout. C'était affreux. On retombait 20-30 ans en arrière. C'était vraiment difficile. Et moi, comme lesbienne, ça n'a pas passé du tout. Mais juste de dire, ah oui, tout le monde mange ensemble et tout ça, sauf que moi, oui, personne ne voulait manger avec moi. Et même si la tradition au CERN, c'est que les gens mangent ensemble tout le temps. Et moi, je me suis rendu compte à un moment donné que pour toutes sortes de raisons, tout le monde de mon groupe, il ne pouvait jamais manger avec moi ou quelque chose. Et là, j'étais toujours toute seule. À un moment donné, il y a un jeune homme qui était toujours tout seul aussi, puis qui m'a remarqué. Puis là, pour une raison quelconque, on s'est parlé. C'est un jeune Français qui était gay. Et là, pendant 2-3 ans, on a mangé ensemble tous les midis, puis on a eu un fun noir. Et lui, il travaillait comme technicien là, sur les ordinateurs. C'était un emploi technique. Et il ne faisait pas partie de mon expérience. Alors moi, j'ai perdu beaucoup au niveau de ne pas manger avec mes collègues, d'avoir été exclu comme ça. Ça m'a fait perdre beaucoup au niveau... Parce que tout se fait en groupe. Hein, ouais. C'est pas
un ou une scientifique solitaire qui trouve des idées. C'est vraiment ensemble qu'on met tout ça ensemble. Puis c'est vraiment de la collaboration. On n'était pas 3000, 5000 sur nos expériences pour rien parce qu'il fallait avoir beaucoup de monde pour arriver à faire quelque chose. Et il y a eu un rapport qui a été publié il y a à peu près 4-5 ans sur la situation des personnes LGBTQ en physique et aux États-Unis. Et c'était un des 5 points majeurs qui étaient mentionnés, c'était l'isolation. C'est que les gens étaient mis à l'écart. Et moi, j'en ai beaucoup, beaucoup souffert. Et quand j'ai lu le rapport il y a 4-5 ans, j'ai eu un choc et je me suis rendu compte, mais c'est ça qui se passait. Parce que tout le temps, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais pas correct? Je suis pas baveuse, je suis gentille avec le monde, je suis respectueuse des gens, j'ai des bonnes idées, je travaille bien, je travaille fort. Tout ce que je fais, je le finis, puis je le finis bien. Et pourquoi que ça marche pas mon affaire? Et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour comprendre que finalement, c'était juste de l'homophobie. Et c'était vraiment plate. Et c'est tellement crétin, c'est tellement bête parce que on exclut des gens qui pourraient collaborer beaucoup plus. Et quand j'ai lu ce rapport-là, me voilà qui me met à brailler comme un veau, plus capable de m'arrêter. C'est comme si toute cette douleur-là sortait. Et c'était vraiment spécial parce que j'ai enfin compris qu'est-ce qui se passait. Il y avait plusieurs années, je m'étais rendu compte, tout bout de champ, mais lui, il avait une promotion, puis pourtant, j'en avais fait 3 fois plus que lui. Puis l'autre, lui, il avait leur... Et puis moi, j'étais toujours, moi, j'étais toujours laissée sur le carreau, puis même si moi, je faisais mieux que les autres, puis à un moment donné, je me suis dit, mais maudite niaiseuse, arrête de te forcer, c'est le plafond de verre. Et calme-toi le pompon, là. Ça ne sert à rien d'essayer d'en faire plus. C'est le plafond de verre et c'est tout. Et maintenant, je donne des présentations publiques où je montre aux gens les cicatrices que j'ai à force de me péter la tête sur ce plafond de verre-là. Mais une fois que tu le réalises que c'est un problème systémique, comme le racisme systémique, mais l'homophobie, le sexisme, ça fait un peu partie de la culture et tout ça. Et bon, ça change beaucoup. Les jeunes, je me souviens, il y a eu un groupe LGBTQ qui a été fondé au CERN 10 ans après que moi je sois arrivée là-bas. Plus que ça. C'est en 2010 qu'il a été fondé. Moi, je suis arrivée en 95. Ça a pris un bout de temps. Donc, ça a pris plusieurs années. Et j'étais vraiment surprise. C'était tous des jeunes qui arrivaient de laboratoires de Californie, puis les autres qui étaient habitués et tout. Et c'était vraiment... Donc, avant le changement, il y a quelque chose qui change là. Je remarque dans les questions, on a des questions, les gens sont intéressés par la science, de ce que vous faites aussi. Quelqu'un, par exemple, une question sur la théorie des cordes, on pourrait aller par rapport au boson de Higgs, on ira plus loin de ça. Mais quelqu'un qui veut comparer les principales limitations d'une installation comme celle de la ville de Sudbury versus celle du CERN, pour les gens qui ne connaissent pas les installations scientifiques qui sont à l'écoute. À Sudbury, on a des détecteurs de neutrinos qui sont des installations souterraines où on tente de détecter des particules qui... passent à travers nous en grand nombre, mais interagissent très peu avec la matière ici. Et le CERN, bien là, on fait collisionner des particules, des faisceaux de particules. Alors, pour vous, les limitations principales, ou en tout cas, comment comparer ce qu'on a ici à Sudbury et ce avec quoi vous travaillez au CERN? La plus grosse question qu'on a à l'heure actuelle, c'est sur la matière sombre. Alors, on sait on connaît maintenant de quoi la matière est faite, mais on peut expliquer seulement 5% du contenu de l'univers. En fait, il y a 37% du contenu de l'univers est fait d'un type de matière qui n'émet pas de lumière. Et c'est ce qu'on appelle de la matière sombre parce qu'elle n'émet pas de lumière. C'est de la matière qui ne réagit pas à la force électromagnétique, qui n'a pas de charge électrique, qui n'émet pas de lumière, tout ça. Mais on sait que ça constitue 37% du contenu de l'univers parce qu'on en ressent les effets de la présence de cette matière. Donc, on a 5 qu'on a réussi à comprendre, 37 dont on sait que ça existe, mais là, ça ne fait pas 100 ça. Non, il reste un 68 ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est par analogie à la matière sombre, c'est une forme d'énergie mystérieuse et cette énergie-là, on l'a appelée l'énergie sombre. Et on s'est rendu compte qu'elle était là parce que, vous savez que l'univers est en expansion depuis le Big Bang,
Mais au début des années 2000, il y a certains astrophysiciens qui ont mesuré que non seulement cette expansion existait, mais qu'elle allait en accélérant. Alors, ils ont mesuré les vitesses de récession là, entre les différentes galaxies. Ils ont vu que cette expansion de l'univers allait en accélérant. Vous le savez, si on veut accélérer en auto ou en vélo, il faut donner de l'énergie. Oui. Hein. Et pour accélérer un univers, vous pouvez vous imaginer que ça prend une quantité énorme d'énergie. Et c'est justement l'énergie sombre. Et c'est 68 du contenu de l'univers. On sait qu'elle est là. On peut mesurer combien il y en a parce qu'elle est responsable, en fait, de la formation des galaxies, toutes ces histoires-là. Et l'univers n'aurait pas la forme qu'il a aujourd'hui ou l'allure qu'il a aujourd'hui sans la matière sombre et l'énergie sombre. Donc, on sait que c'est là. Donc, le CERN a participé à élucider le 5 du contenu de l'univers. Et là, le détecteur de neutrinos de Sudbury, lui, il pourrait aussi, il y a maintenant des recherches qui se font sur la matière sombre là-bas. Et peut-être que Sudbury, qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus restreint comme laboratoire, pourrait élucider 37 du contenu de la matière. Donc, à la fin, c'est haut la main que... et puis, déjà, il y a eu un prix Nobel là, qui a été remporté par McDonald. Là, oui. Et on cherche le prénom, mais... ça... Oui, c'est ça. Bon. Ouais. Qui va venir là-dessus. Ça va venir quand on n'y pensera pas. Alors, ce sont les deux installations. Il y en a une, donc, ici. Mais parlez-nous justement de ce moment, parce que, bon, au CERN, on cherchait et on a réussi en partie à élucider le fameux 5 de la matière qu'on a. Et la grande découverte, ça a été le fameux boson de Higgs qu'on cherchait. Oui. Quand on imagine, Pauline Gagnon, en science, ce moment Eureka, là, on a toute l'image archétypale, un peu probablement cliché d'Archimède dans sa baignoire, qui s'écrit Eureka. Donc, on appelle ça des moments Eureka à cause de ça. Est-ce que ça a été un moment Eureka? Ça avait l'air de quoi, l'ambiance? Est-ce qu'on a su qu'on venait de trouver le boson qu'on cherchait? Moi, je l'ai su. J'étais dans un McDonald's à Melbourne. D'accord. Et j'étais au McDonald's, pas pour manger un hamburger de kangourou, parce que je pense qu'il y en avait, mais c'est juste parce que je voulais squatter leur Wi-Fi pour pouvoir obtenir les derniers résultats. Et là, je venais d'apprendre que, oui, dans les données de l'expérience Atlas dont je faisais partie, on venait de découvrir le boson de Higgs. Et là, je me suis tournée autour de moi, je l'ai crié ma joie, mais là, tout le monde mangeait le hamburger tranquille. Mais c'était vraiment bizarre. J'avais juste envie de crier « Hey, on l'a! » Mais c'était très spécial. Et après, il y avait une grosse conférence qui commençait. On était 900 physiciennes à cette conférence internationale à Melbourne. Et le CERN avait justement décidé, à la veille de cette conférence majeure, d'annoncer leurs résultats. Donc, nous, on était à Melbourne dans un immense auditorium et là, il y avait par vidéoconférence, on voyait les présentations du CERN. Il y avait deux expériences qui cherchaient le boson de Higgs. Il y avait l'expérience Atlas sur laquelle j'étais et l'expérience CMS. Et là, la première personne qui a présenté, c'était la porte-parole de notre expérience, qui était une femme, Fabiola Gianotti, qui a présenté. Maintenant, elle est rendue directrice du CERN. Et là, elle présentait les résultats. Et là, moi, OK, je les avais vus, les résultats, je les avais lus. Mais après ça, il fallait que j'attende que CMS vienne présenter. Quand lui a présenté son affaire, là, ça hurlait dans la salle. C'était tout énorme. Puis, pendant que les résultats arrivaient, moi, j'écrivais des blogs pour le CERN, des blogs officiels pour le CERN. Alors, j'écrivais en même temps, de la main droite, j'écrivais le blog en anglais, de la main gauche, celui en français. Puis, à côté de moi, il y avait un journaliste, pas de Reuters, mais de Bloomberg. Oui. Le correspondant de Bloomberg était assis à côté de moi, puis il disait « Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? » Puis il ne comprenait rien à la présentation. Puis là, j'y expliquais en même temps, puis là, je continuais à bloguer des deux mains en anglais-français. Vous êtes vraiment talentueuse, deux mains puis un cerveau, chacun fait son truc en même temps. Un boson avec ça. L'adrénaline, au fond, c'était extraordinaire. Puis en plus,
vous autres, à Radio-Canada, vous m'avez gardé éveillé un bout de... Parce qu'il y avait les émissions du soir qui appelaient de bonne heure le matin, puis les émissions du matin qui appelaient très tard le soir. Alors, j'ai pas dormi beaucoup, mais j'ai mangé beaucoup de hamburgers, j'avais pas le temps de rien faire. J'ai juste allé manger des hamburgers. Et ça a été vraiment, vraiment excitant. C'était vraiment le fun. Et c'était juste quand les deux expériences ensemble, les 3-4 000 personnes d'Atlas, les 3-4 000 personnes de CMS, quand on a mis nos résultats ensemble, qu'on avait assez de preuves pour dire oui. D'où l'importance, on le rappelle encore, de la collaboration, de la coopération, d'inclure beaucoup de gens. Mais là, après je vais dire orgasme, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, après ce grand moment-là, est-ce que tout paraît beige? Est-ce qu'il y a encore moyen de faire de grandes découvertes? Est-ce que la science devient moins intéressante une fois que le gros moment Eureka est arrivé? Bien, le gros moment Eureka est arrivé pour le 5 de la matière. Ah, oui. OK? Donc, il nous reste le 37 Après ça, on ira jouer avec le 68 d'énergie sombre. Mais là, le 37 il est dur à trouver. Alors, on a cherché pendant 48 ans. Donc, il y avait trois théoriciens, Peter Higgs, François Englert et Robert Broux, qui avaient proposé, indépendamment, deux équipes différentes, qui avaient proposé l'existence de ce boson-là. En fait, Peter Higgs a été le premier à le mentionner dans son article. Et c'est pour ça que ça s'appelle le boson de Higgs, oui. On lui a donné son nom. Mais parce que son article avait d'abord été refusé, le monde a dit quelle niaiserie tu viens de produire là. Tu prédis rien de concret, de tout ça. Il dit oui, ça va venir avec un boson. Fait que là, il avait mis qu'il y avait un boson qui venait avec. Puis là, il a été publié dans un autre journal scientifique. Et c'est parce qu'il avait été refusé qu'il a mentionné l'idée du boson. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Pour lui, c'était secondaire. Et donc là, oui, on a eu ce grand moment. Oui. Et là, depuis, c'est en 2012. Et là, ça fait donc 9 ans, oui. 9 ans là, qu'on travaille fort et qu'il n'y a rien eu de nouveau. Et on espérait que le boson de Higgs allait nous révéler quelque chose, mais il est juste venu confirmer ce qu'on pensait. Donc, il ne nous a pas donné aucun indice nouveau. Et ça, c'est un peu dur. Là. Et là, on est forcé à... Là, on avait augmenté la puissance de notre accélérateur, donc ça nous donnait accès à plus de territoires. On pouvait aller explorer des territoires nouveaux. Sauf que là, on n'a encore rien trouvé. Donc là, on est en train de minutieusement chercher partout là, des petites grenailles qui pourraient révéler des anomalies et que là, on pourrait peut-être en conclure quelque chose. Donc là c'est dur. Là, c'est la traversée du désert. Et on espère que des expériences comme celles qui sont en cours à Sudbury, je pense que c'est Sudbury qui va nous sortir du trou, littéralement. Là, avec c'est drôle parce que c'est creux, oui, l'expérience est très profonde, oui. C'est magnifique ce laboratoire-là. Je suis allée le visiter. Là, c'est magique. On descend au fond de la mine avec les mineurs. On marche à peu près 1 kilomètre dans la boîte avec des grosses bottes capées. Là. C'est très, très spécial. Là. Puis tu arrives c'est tout sale. Puis là, tu arrives au bout. Il faut que tu te prennes une douche anti-poussière. C'est un laboratoire ultra propre. Alors, c'est complètement différent et c'est très spécial. Quand vous décrivez la science, Pauline Gagnon, c'est autre chose que cette image. D'ailleurs, cette image que vous aviez malheureusement eue quand Atomes et Galaxies est arrivé à la télé avec les deux vieux schnocks en sarrau très plate. La science est encore présentée un peu comme ça, comme des vieux schnocks en sarrau un peu plates, inaccessibles, juste pour les gens initiés ou hyper brillants ou les premières de classe ou les premiers de classe. Mais quand vous en parlez, on est là avec vous, puis on a des bottes dans la boîte, puis on se promène à 1 kilomètre sous terre, ou on mange des hamburgers à Melbourne, puis on a de grandes découvertes. Comment transmettre ça? Puis je pense que c'est important pour vous. Comment transmettre ce plaisir de la démarche scientifique, de la vie en science, non seulement aux filles, aux femmes, mais à tout le monde? Mais ça, c'est vraiment le truc là, qui m'anime encore. Je donne beaucoup de présentations publiques, un peu moins maintenant. Là, sur Zoom, c'est moins drôle. Mais j'en donne plusieurs. Justement, j'ai fait une des plus belles tournées que j'ai faites, c'était en Afrique du Sud, où j'essayais justement d'inciter des jeunes.
j'ai fait une tournée des universités les plus pauvres, le réseau d'universités noires plus défavorisées et tout ça. Je suis même allée rencontrer des jeunes du secondaire là, à Soweto, dans le large bidonville qu'il y a là-bas, là, le township. Et c'était vraiment magique de rencontrer ces jeunes-là. Les yeux les allument et tout. Là, et tu le vois que tout le monde serait heureux de faire des choses comme ça. Et c'est juste un manque d'accès. Mm-hmm. Et alors, depuis plusieurs années, parce que mon nom est devenu un peu public avec les blogs et tout ça que je faisais pour le CERN, il m'arrive souvent de recevoir des demandes de jeunes qui me demandent comment on peut aller au CERN. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir aider plusieurs jeunes un peu partout, d'Afrique, d'Asie, de tout ça, à rentrer au CERN, ou d'Algérie, 2 femmes algériennes, un jeune éthiopien, un autre indien, tout ça. Une femme pakistanaise, afghane, qui essayait de ne pas être mariée de force. Puis alors, on a réussi à l'envoyer à Stockholm étudier que sa famille la marie de force. Et tout. Bref, toutes des gens qui ont une passion pour la science, mais qui n'ont pas les moyens de la réaliser. Mais c'est magique de pouvoir partager cette passion que je l'ai encore. Ben oui. Mais c'est trop drôle. Quand j'allais, on passe beaucoup de temps dans des réunions, hein, à écouter des présentations de nos collègues qui nous montrent qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis il y en a, là, mais mon Dieu, tu aurais dit on dirait qu'eux-mêmes s'emmerdaient à faire leur présentation, là, qui ne sont pas capables de te faire partager qu'est-ce qui était intéressant dans leur affaire. Là. Non, c'est comme mécanique et tout ça. Et non, moi, ça n'a jamais été mon approche. Et c'est plutôt de partager le plaisir que j'ai. D'où un livre comme celui sur le boson de Higgs, qu'est-ce que ça mange en hiver et autres questions importantes, essentielles. Essentielles. Et je vous le conseille d'ailleurs, ça se lit et c'est fort agréable à lire. Et d'autres projets maintenant qui parlent qui parlent au grand public de science, mais pas seulement de la science, mais des gens qui ont fait la science, des femmes qui ont fait la science. Ça, c'est vraiment votre nouvelle avenue. Oui. Alors, en ce moment, au départ, je travaillais sur un film, sur écrire un scénario de film pour raconter la vie de Mileva Maric-Einstein, comme j'ai fait allusion tout à l'heure. Albert Einstein a toujours travaillé avec elle jusqu'à leur divorce en 1914, mais leur séparation. Et ils ont tout fait ensemble. Mais, bon, elle a été bloquée par l'École polytechnique à Zurich. On ne lui a pas donné son diplôme. Elle aurait été la première femme à être diplômée en physique là-bas. Ça faisait 40 ans qu'ils acceptaient des femmes, mais ils n'avaient jamais fait graduer une. Elle était la 5e à être acceptée, mais bref. Et alors, je suis partie sur l'idée de faire ce film. Et après, bon, j'ai trouvé une réalisatrice qui était super intéressée. Et ouais, je travaillais sur l'écriture du scénario avec une amie qui est astronome. Et de fil en aiguille, la réalisatrice nous dit vous devriez aussi intégrer vos histoires à vous et tout ça là-dedans. Et là, ça a viré, pendant que j'étais en vacances, ils ont décidé, on fait une série avec 6 épisodes. Fait que, moi qui avais hâte à la retraite. Donc là, on écrit 6 épisodes. Et pour raconter que les femmes, un peu comment ça se passe pour les femmes en sciences, raconter l'histoire de Mileva Maric-Einstein, mais autour de ça, il y aura quelques histoires personnelles, comme moi et ma collègue astronome, juste pour un peu soutenir le propos, mais aussi de plusieurs autres femmes qui ont fait des contributions extraordinaires. Et depuis qu'on travaille sur ce projet-là, on s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est surtout Vicky Lindsay, l'astronome qui travaille avec moi, qui l'a remarqué en premier, pour lui donner tout le crédit. La première, c'est qu'il y a tellement de femmes qui ont contribué en physique et qui étaient des sommités dans leur domaine et qui ont été reconnues pour leurs accomplissements à leur époque, mais dont l'histoire a complètement oublié le nom. Tout le monde, il y en a justement une, la semaine dernière, on vient de faire un timbre aux États-Unis sur Mme Wu, qui est une physicienne d'origine chinoise qui a participé au projet Manhattan. On commence à leur faire un petit peu de lumière maintenant, mais elles ont été effectivement dans l'ombre très longtemps. Vous ne manquez pas de matière. Donc, mais alors, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs femmes qui ont réussi
malgré tous les obstacles et toutes les difficultés qu'on nous mettait, tous les bâtons qu'on nous mettait dans les roues. Mais ces femmes-là qui ont pu réussir et qui ont fait des choses incroyables, ensuite, elles ont été oubliées par l'histoire, comme celle qui est morte tout récemment, là, attendez, je peux vous sortir son nom. C'est dans vos notes. Attendez que je trouve c'est quelque part sur mon... non. Mais pendant que vous cherchez, parce que le temps commence à filer, Pauline Gagnon, j'essaie de comprendre, vous avez dit le mot retraite, ça veut dire que vous n'êtes plus au CERN maintenant, vous êtes à l'écriture de cette série-là, puis c'est en Allemagne qu'on va vous rejoindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est en Allemagne? Ah ben encore une fois, j'ai rencontré une femme extraordinaire et j'ai déménagé en Allemagne. Donc moi, ça a été un coup de chance dans ma vie de rencontrer des femmes superbes. Et alors, j'habite mon poste en communication. Pendant 3 ans, j'ai fait de la communication au CERN. C'est là que ça m'a donné l'idée là, d'écrire le livre. Je voulais commencer l'histoire du début à la fin. Et là, je ne pouvais pas continuer c'était un poste de durée limitée. Ouais. Il y avait un gel à l'embauche, alors je n'ai pas pu avoir le poste que m'offrait le directeur général, mais il n'a pas pu l'ouvrir pour moi. Alors, j'ai décidé, bon, ben, je vais aller faire autre chose. Rester dans la recherche pure et dure, j'en pouvais plus. En communication, c'était beaucoup plus humain. Et j'ai décidé tout simplement de venir en Allemagne parce que ma compagne était ici. Et puis, pour écrire le livre, ben, ça se faisait bien. Pour terminer alors là, je continue sur l'histoire des épisodes. Il y a 2 choses qu'on a découvertes, c'est que non seulement il y a le genre d'embûches que les femmes et que les membres des minorités aussi rencontrent, c'est énorme. Mais, et les femmes qui ont réussi à percer, ben, on les oublie. Donc, c'est vraiment épouvantable le niveau d'exclusion des femmes. Et là, on regarde juste la question des femmes, on n'a pas regardé encore les différentes races ou les choses comme ça. Donc, c'est vraiment... Il y a encore beaucoup de travail. Vers tout ça, là. Fait que vous avez du pain sur la planche parce qu'il reste le petit 37 fatigant là, de la matière sombre là, qui vous fatigue, on le sent. Là. Même si vous êtes à la retraite, on a l'impression que vous restez très, très allumé sur ce qu'on pourrait trouver, peut-être à Sudbury, ne sait-on jamais. Et cette grande entreprise de vulgarisation pour faire connaître non seulement la science, mais pour ouvrir la science aux femmes, aux communautés LGBT, en fait à la diversité culturelle, sexuelle et tout. Donc, on vous sent encore très, très, très active. Quelle est la prochaine découverte là, que vous allez célébrer comme ça? Est-ce que vous regardez beaucoup, par exemple, les revues scientifiques en vous disant qui seront les prochains à, j'allais dire sabrer champagne, en tout cas, sabrer le hamburger, peut-être, pour une grande découverte? Moi, je pense la découverte que j'attends, c'est la découverte de la matière sombre. Oui. Élucider ou trouver une brèche là, dans le modèle standard. Le modèle standard de la physique des particules, c'est un modèle théorique qui nous donne une idée de où est-ce qu'on en est, qui est un édifice complet, mais qui explique tout ce qu'on a vu, sauf la matière sombre. Donc, c'est un peu plat. Et là, on l'a testé jusqu'à la 9e décimale près de ses prédictions, et c'est toujours pile. Donc, on essaie d'aller vraiment dans les détails. Et peut-être, alors, trouver une brèche. Alors, de ce temps-ci, c'est dur. Je parlais de la traversée du désert pour les physiciens et physiciennes qui travaillent encore à éplucher des montagnes de données pour essayer de trouver la petite bête là, qui nous mettrait sur la bonne piste. Mais c'est excitant en même temps parce que ce qu'on va trouver, ça va être gros, ça va tout changer. Là. Ben, c'est Cohen qui disait, hein, il y a une brèche en toute chose et puis c'est à travers ça que la lumière va arriver. Alors, on espère que c'est ce genre de brèche qui va faire entrer les nouvelles connaissances, d'autres moments comme celui que vous avez décrit. Pauline Gagnon, donc physicienne à la retraite du CERN, mais toujours très active en vulgarisation scientifique, auteure de ce livre, Le boson de Higgs, Qu'est-ce que ça mange en hiver et autres questions essentielles. C'est aux éditions Multimonde. Original de l'UQAM, donc avec une trajectoire fascinante en physique. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Vous qui êtes à l'écoute, sachez qu'on aura la prochaine rencontre de cette Passion Science, cette série d'entrevues avec des gens qui ont croisé les sciences dans leur trajectoire, des diplômés de l'UQAM. Prochain invité, Scott McKay. Scott McKay, on est dans un autre univers complètement, qui a, lui, étudié en sciences de l'environnement ici, maîtrise en sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal, mais qui, au lieu de protéger l'eau, parce que c'est l'eau qui l'intéressait avec la science et dans un laboratoire, a choisi le laboratoire de la
politique pour changer le monde et protéger l'environnement. Donc, politique municipale, il a été chef de parti vert, il a été député aussi. Est-ce que la politique, ça change plus le monde que la science? On verra avec lui et d'autres questions. Donc, prochaine rencontre comme celle-ci, Passion Science pour la classe des originaux de l'UQAM, c'est le 16 mars prochain, même heure, même pas, c'est-à-dire à 12h30. On sera là, puis on prendra aussi vos questions si vous en avez. Pauline Gagnon et tout le monde, passez une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci encore une fois.